C'était une force qui était presque supérieure à moi. C'est que je savais qu'il fallait que je fasse ça. À l'époque, c'était plus une intuition que le monde vivait une incroyable transition. Le monde au sens de l'humanité. Une incroyable transition pleine de risques, en particulier si on ne la comprenait pas, si on n'avait pas les bons outils pour la vivre, cette transition, et au contraire, pleine d'opportunités, si on comprenait ce qui nous arrivait et si on avait les bons outils. Et donc du coup, je me suis dit à l'époque, bah voilà, ça va être ça, ma mission. Il faut que je comprenne ce qui nous arrive et que je trouve les bons outils, quoi, pour qu'on... à l'époque, je disais pour surfer sur le tsunami des changements. Vous êtes quasiment autonome là. Non. Alors, non, on n'est pas autonome, et ça c'est la question qu'on me pose souvent, y compris pour l'énergie. Parce que donc on a les panneaux solaires et l'éolienne qui produisent de l'énergie avec un petit parc de batteries qui permet de devenir autonome si on en a besoin. Puis il y a les panneaux solaires pour l'eau chaude également. Mais en fait le but c'est pas d'être autonome. C'est à chaque fois que je raconte ça, les gens disent « Ah ça y est, t'es autonome ». Non, non, le but n'est pas d'être autonome, c'est d'être résilient. Et ça c'est un truc super important, c'est que la résilience tout seul, ça n'existe pas. Parce qu'il y a la vision que je vais caricaturer un peu en disant survivaliste. C'est-à-dire tu fais ta maison, tu es autonome, tu peux survivre à une attaque de zombies. Et c'est pas ma vision. Moi, ma vision, à tort ou à raison, c'est de créer de la résilience pour soi, pour sa famille, pour ses proches, pour ses voisins, pour sa communauté et pour le monde d'une manière générale. J'ai quitté mon boulot, j'avais un boulot plutôt bien payé, j'étais directeur commercial et marketing dans une très très grosse boîte internationale. Et là j'ai commencé à voyager, à faire un tour du monde une fois par an. Le but c'était de rencontrer des gens qui je pensais pourraient m'aider à comprendre cette transition. Donc plus je m'exposais à la complexité du monde, plus je la découvrais, cette complexité. Donc plus j'avançais et plus c'était difficile à comprendre. Donc je suis rentré chez moi et je me suis dit, attends, faut faire tes devoirs là. Faut relire tous les trucs sur le sujet, rencontrer les spécialistes du chaos de la complexité. Et après, je suis arrivé à la conclusion que oui, le monde était plus incertain parce qu'il était devenu plus chaotique et que c'était pas forcément une mauvaise nouvelle. Que si on était capable de comprendre tous ces schémas cachés, eh ben on était capable d'en faire quelque chose à la fois pour sa vie personnelle et puis pour l'humanité, pour ceux qu'on a envie. Je vais pas répondre. Et comment est-ce que tu décrirais résilience pour quelqu'un à qui ça parle pas alors ? La résilience, alors il y a plusieurs définitions, mais je dirais que c'est la capacité, la vraie définition c'est la capacité à se reconstruire après une crise. Okay. Moi je le transforme un peu en disant c'est la capacité à bien traverser une crise, à la traverser la mieux possible et normalement quelque chose de résilient il est capable de se retrouver aussi bien avant la crise, non après la crise qu'avant la crise. Et ça, c'est un concept super important et qui n'est pas pour moi le plus important. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle l'antifragilité. J'ai rencontré beaucoup de gens justement qui venaient à Bali, je ne parle pas des touristes, mais de gens qui venaient s'installer
Parce qu'il se dit, ben voilà, j'ai des problèmes ailleurs dans ma vie, mais là, si je suis au paradis, tout va bien aller, quoi. Il fait beau, il fait chaud, les gens sont sympas, c'est pas cher, je vais avoir une belle maison. Et tu vois ces gens-là, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ils pètent les plombs. Ben oui, parce que ailleurs, tu peux toujours dire que l'herbe va être plus verte, que là-bas, ça va être le paradis. Mais quand tu arrives à l'endroit où l'herbe est plus verte, quand tu arrives à Bali et que tu es dans le paradis, tu n'as plus d'excuses, quoi. Tu n'as plus d'histoire à te raconter. Et donc, tu es confronté au fait que peut-être que l'enfer, c'est pas parce que l'herbe, elle n'est pas assez verte ici, c'est peut-être que l'enfer, c'est toi. Travailler sur l'antifragilité. Qu'est-ce que j'apprends de la crise? Comment je pourrais être mieux le coup d'après? En quelques mots. Ouais. C'est le classique de tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Quoi. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est le principe même de l'antifragilité. Ok. Qui est encore plus loin que la résilience. Donc tu viens te nourrir de la crise, quoi. Mais... Oui, volontairement ou en général involontairement, mais ouais, c'est ça l'idée. Ok. On va voir le jardin? Allez. Super, bah en 3 ans vous avez atteint un bon niveau quand même. Hein. Je pense que les gens vivent une sorte de... Enfin, je suis pas psy, donc je vais peut-être dire une connerie, mais de schizophrénie entre leurs valeurs, ce qu'ils ont envie de faire et le monde dans lequel ils sont. Moi, je rencontre des gens, des fois, tu as l'impression, je sais pas, qu'ils ont des super titres. Ils ont des super titres, ils ont des super salaires, mais quand tu les vois à côté, ils pètent les plombs. Tu vois des gens qui partent en burn-out parce qu'il y a... Et c'est pas que parce qu'ils travaillent beaucoup. Non, il y a un moment, ils se disent, mais... C'est quoi ma vie? Maintenant, on parle des bullshit jobs, des jobs de merde. Il y a une quantité de jobs de merde. Et je parle pas de jobs de merde au sens c'est pas intéressant. C'est que les gens se disent mais à quoi ça sert ce que je fais? À quoi ça sert pour mes enfants? À quoi ça sert pour l'humanité? Donc il y a une perte de sens complète. Moi, tu vois, tout à l'heure, tu me disais combien de temps tu vas faire ça. Moi, j'ai l'impression de faire ce que j'ai envie de faire. Et ma mission, c'est aider le monde à bien vivre, et individuellement les gens à bien vivre cette transition. Mais je pense que la plupart des gens n'ont pas la réponse à cette question. Et donc, ils ont envie de changer pour faire quelque chose en accord avec leurs valeurs. C'est pas forcément les miennes, mais les leurs. On est dans le coin de l'Ardèche qui n'est pas un coin riche, qui est un coin assez sec, assez rocailleux. Donc là, depuis plusieurs années, on fait ce qu'on appelle du BRF, du bois raméal fragmenté, qui vient recréer une sorte de l'humus, comme si c'était au cœur d'une forêt. Donc petit à petit, année après année, on crée, en tout cas je l'espère, un sol plus favorable. On a déjà des résultats. Ouais, tu vois la différence entre il y a 3 ans et maintenant? Ah ouais, je vois surtout la différence avec le tout début. Et c'est, t'apprends en permanence. Chaque année, il y a un nouveau ravageur pour lequel il faut mettre un truc qui te protège. Là-bas, on verra, là, il est un peu d'un long, mais on a notre hôtel à insectes. Okay. Donc qui est là pour accueillir les insectes qui vont tuer les ravageurs. Parce que l'idée de la permaculture, c'est qu'en fait, tu travailles avec la nature. Donc c'est une sorte d'équilibre. Est-ce qu'on est une société trop impatiente? Je pense qu'on est dans une société du « et ». Je pense que c'est pas impatient ou impatient. Je pense qu'il faut être impatient des changements, impatient de la vie, impatient de croquer la vie, du bonheur, et être patient pour attendre que ça se réalise. Il faut une sorte d'impatience qui te tire, qui te donne une énergie folle, et une sorte de patience, tu sais, de l'ordre de Maître Yoda, qui te fait patienter, et te dire ok, je sais où je veux aller, j'ai super envie que ça arrive dès maintenant, et je suis capable d'attendre. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est les deux.
c'est comment à la fois traiter de l'information, des masses d'informations, et comme un chasseur-cueilleur, trouver des... Ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Comme la plupart des jeunes, vous savez bien mieux le faire. Alors le problème, c'est que vous êtes aussi drogué, donc il y a aussi le côté extrême. Et comment les plus jeunes, si j'ose dire, peuvent réapprendre les temps longs. Voilà, se poser dans un coin et justement être capable de se concentrer. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux. Comment réapprendre pour ceux qui l'ont perdu le temps court, et comment réapprendre pour ceux qui l'ont perdu ou qui ne l'ont jamais connu le temps long. Ouais, j'ai pas de meilleur moyen pour réapprendre le temps long que la nature et la lecture. Moi, je pense que la recette du bonheur, c'est de décider que tu vas être heureux. Voilà. C'est de décider que tu vas être le gars qui se marre, voilà, que tu vas être fou dans ce monde de fous, mais que tu vas être un fou qui se marre. Je pense que c'est la seule recette. La chose qui, moi, a le plus changé ma vie, je pense que c'est la méditation. Et parce que c'est un peu comme décider d'être heureux, c'est-à-dire que ça te redonne... Le contrôle, le mot n'est pas bon, mais ça te redonne une forme de puissance sur ta propre pensée. Donc moi je dirais, si tu dois changer qu'une chose dans ta vie, décide d'être heureux. Et la deuxième, puisque je m'en accorde une deuxième, c'est commence à méditer. 1 minute par jour, 3 minutes, 5 minutes.